Bonjour.
Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je vais juste m'épingler pour commencer. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je vous invite, alors pour vous donner un petit peu les explications, donc déjà je vais commencer par me présenter. Je suis Delphine Cochet, je suis la cofondatrice de Ma Bonne Fée. Bonjour à tous, nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je vais laisser Emeline se présenter dans la foulée, le temps que tout le monde se connecte. Je vais rappeler donc les petits détails logistiques qu'on commence tous à bien connaître, mais au cas où, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser Zoom. Donc, vous avez la possibilité de nous parler donc dans le petit onglet converser dans le chat et d'adresser un message aux conférenciers et participants, ce qui vous permet de parler à tout le monde. Vous avez aussi la possibilité de manière anonyme de poser des questions et puis on se fera un plaisir d'y répondre. Donc moi, je ferai la modératrice pour accompagner Emeline. Et puis, donc voilà, soit de manière publique, vous posez votre question dans le chat ou vous interagissez, soit de manière privée dans les questions-réponses. Si vous voulez attirer notre attention, vous pouvez aussi lever la main, donc n'hésitez surtout pas. Donc bonjour, bienvenue à tous. Je vois que tout le monde se connecte au fur et à mesure. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, donc on va attendre peut-être une petite minute et pendant ce temps, je vous laisse la main, Emeline, je vous laisse vous présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet. D'accord, merci beaucoup Delphine pour cette introduction. Donc bonjour à tous. Émilie Llorens-Cortés, j'ai le privilège de pouvoir vous animer ces webinaires sur comment bien manager à distance, sujet d'actualité. Je suis coach professionnel certifiée et également formatrice en management. Et j'ai un passé d'une dizaine d'années dans le management, donc je connais bien les problématiques opérationnelles que cela exige et les responsabilités que vous avez en tant que manager. Donc aujourd'hui, nous échangerons plus particulièrement sur le management à distance. N'hésitez pas effectivement à poser vos questions via le fil de discussion. Et puis j'essaierai de prendre un temps au moins en milieu de parcours et à la fin, en tout cas de telle manière à ce que je puisse répondre en tout cas à toutes vos questions concernant le contenu que je vais vous présenter. En tout cas, je suis ravie d'être parmi vous. Alors, Emeline, est-ce que c'est bon pour le partage d'écran? C'est bon pour vous? Alors, du coup, je vais m'y mettre directement et vous allez me dire, est-ce que vous le voyez bien? Eh bien, c'est parfait, on voit très bien. Super. Je m'affiche la discussion. Hop, voilà. Est-ce qu'on attend encore quelques minutes, peut-être Delphine? Je pense qu'on va commencer parce que de toute façon, comme on a un timing forcément serré sur ce sujet qui est très large, les personnes nous rejoindront au fur et à mesure. Je vois que tout le monde se connecte au fur et à mesure, donc allez-y, commencez. Très bien, c'est parti alors.
Donc, alors aujourd'hui, effectivement, nous allons voir comment bien manager à distance, sujet d'actualité, effectivement, avec la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Donc, l'objectif, ça va être d'abord de vous présenter un petit peu à la fois les avantages aussi hein, de manager à distance, parce qu'il n'y a pas que des difficultés. On verra les deux parties, hein, difficultés et avantages, et pour le manager et pour les collaborateurs, ce qui nous permettra déjà d'avoir un tour d'horizon. Et nous évoquerons derrière, bien sûr, les enjeux hein, que cela nécessite pour le manager, avec justement 3 piliers hein, importants à respecter. Et on verra aussi une partie sur les outils hein, de communication qui sont essentiels pour bien communiquer aussi à distance. Alors, je vous propose d'attaquer tout de suite avec la partie sur les opportunités. Alors, voilà. Donc, on va commencer plutôt par les difficultés du management à distance, puisque c'est ce que généralement ce qu'on voit un petit peu plus d'habitude. Donc, pour le manager, vous avez effectivement un risque de déresponsabilisation des équipes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que le fait d'avoir une distance et de ne plus avoir les collaborateurs à côté de soi dans un bureau fait que pour certains d'entre eux, ils peuvent voilà, prendre un petit peu plus de distance aussi sur leurs responsabilités vis-à-vis des tâches qui leur sont confiées. Donc, le point de vigilance, hein, quand on va être manager, ça va être de vérifier que les équipes prennent bien en charge les tâches que vous leur affectez et surtout les responsabilités qui vont avec. D'autre part, nous avons aussi un risque de démotivation. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, l'isolement, alors encore plus dans le contexte actuel, hein, puisque le management à distance, effectivement, n'existe pas d'aujourd'hui, hein, il existe depuis bien longtemps, où on peut avoir effectivement des équipes qui sont sur d'autres sites hein, géographiques. Et aujourd'hui, on a en plus de ça, maintenant encore plus des difficultés avec du télétravail, où les gens sont isolés chez eux. Donc, effectivement, il peut y avoir un risque de démotivation pour certains qui ne vivent pas forcément très bien la situation. D'ailleurs, actuellement, les études le démontrent, hein, c'est que le télétravail n'est pas forcément très bien vécu par les collaborateurs et donc il va falloir être encore plus vigilant, notamment sur tout ce qui va être risques psychosociaux que je vais aborder juste après. Il y a également des difficultés à contrôler et suivre l'activité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vrai qu'en fonction de chaque manager, certains vont avoir un besoin de contrôle plus ou moins important. Alors, du coup, le management à distance va être un petit peu challengeant pour ce type de managers-là qui n'auront plus la possibilité effectivement d'aller d'un bureau à un autre, vérifier que les tâches attribuées sont bien effectuées en temps et en heure, qu'il n'y a pas de difficulté. Donc, cette proximité-là, ne l'ayant plus, effectivement, on n'a pas forcément un suivi aussi, on va dire, en temps réel que quand on est en proximité immédiate, en présentiel avec ses collaborateurs. Donc là, il va falloir effectivement travailler un petit peu sur ce contrôle managérial et donc développer un peu plus de confiance forcément dans ses collaborateurs et leur capacité à faire. On a également des difficultés à capter les signaux faibles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que effectivement, on a le verbal, hein, quand on parle, on utilise des mots, on exprime des choses. Et puis, on a toute la partie non verbale, qui est ce que le corps finalement dit. Euh, on peut avoir des mimiques, des choses comme ça qu'on va capter dans notre environnement et qui vont nous donner l'information très importante. Or, à distance, on ne le voit pas forcément. Alors, encore moins, j'ai envie de dire, quand on est au téléphone. En visio, on peut quand même voir quelques signaux, mais on ne va pas forcément avoir autant d'informations que si on est en présentiel. Donc là, il va falloir être très vigilant quand on est manager à aller questionner et à développer aussi ce que j'appelle l'écoute active, que nous verrons juste après. On va aussi avoir éventuellement des difficultés à gérer les tensions et les conflits à distance. Pourquoi? Parce qu'un conflit peut naître, par exemple, entre deux collaborateurs, mais vous n'êtes pas là, par exemple, en tant que manager, près de ces collaborateurs, donc vous ne voyez pas en fait ce qui se passe. Donc, éventuellement, vous allez en prendre connaissance avec un certain décalage temporel, j'ai envie de dire. Et donc,
ça va vous demander plus d'efforts pour essayer de rattraper finalement le conflit qui naissant en fait. Donc là, ça va être aussi un point de vigilance à avoir. Et enfin, je dirais dans les difficultés, on peut aussi avoir cet affaiblissement de la barrière entre les sphères professionnelles et privées, puisque ben, là, avec le télétravail, on travaille éventuellement souvent de chez soi, donc dans le même environnement finalement où on vit avec sa famille, par exemple. Et donc, on n'a pas forcément cette barrière avec les transports qui nous mènent à notre bureau, à un cadre professionnel voilà, plus strict de l'environnement professionnel. Donc, on peut avoir des difficultés à bien jauger finalement nos temps de vie hein, entre la sphère professionnelle et privée. Donc ça, c'est en tout cas les grandes difficultés qu'on peut observer pour le manager. Pour le collaborateur, il y en a, on va noter d'abord celui de l'isolement. Isolement notamment lié à ce contexte actuel. Effectivement, comme je vous l'ai dit, on voit de plus en plus d'études qui montrent que l'isolement n'est pas très bien vécu. Le fait de ne plus avoir ces pauses aussi avec ses collaborateurs, des échanges aussi sur le travail qui est mené ensemble, de vive voix, on va dire, et en face à face, fait que les gens se sentent un petit peu plus isolés. Et du coup, ça crée d'autres contraintes qui sont notamment le fait d'avoir ce sentiment de ne plus forcément appartenir à une équipe et à une entreprise. Donc ça, c'est effectivement les risques principaux qu'on peut observer. Également, on va avoir des difficultés peut-être éventuellement sur l'information. C'est-à-dire que les collaborateurs n'ont plus accès à l'information directe hein, que vous pourriez, en tant que manager, par exemple, donner directement voilà, dans un couloir en vous croisant, vous pensez à quelque chose, vous leur dites. Là, effectivement, le collaborateur, soit il va devoir vous contacter en tant que manager pour avoir plus d'informations, ou éventuellement, vous allez devoir attendre qu'on vous en donne, donc en tant que collaborateur. Donc là, la transparence de l'information et la visibilité de l'information est un petit peu réduite si tant est que le manager n'ait pas mis en place des rituels hein, bien précis pour manager à distance. On peut avoir des difficultés à communiquer. On sait tous, hein, certaines personnes sont plus ou moins à l'aise avec les outils numériques et puis notamment le fait, par exemple, de prendre son téléphone, d'appeler pour demander quelque chose, la peur de déranger, par exemple. Donc, pour certains, la distance, on va dire, renchérit hein, certaines difficultés de communication. On va avoir aussi éventuellement un sentiment de manque d'équité et de reconnaissance entre les membres de l'équipe. Si effectivement, par exemple, le manager a privilégié certains échanges avec un collaborateur plutôt qu'un autre et ne fait pas forcément de rituel collectif où tout le monde est finalement un peu logé à la même enseigne. Donc ça aussi, ça va être des points de vigilance à avoir. On retrouve également l'affaiblissement de la barrière entre sphère professionnelle et privée, puisque, comme pour le manager, un collaborateur aussi se retrouve dans un même univers de travail et de vie privée. Donc, voilà, ça c'est toutes les difficultés qu'on pourrait éventuellement observer chez le collaborateur. Alors, maintenant, on a les opportunités. Parce qu'effectivement, souvent, on a tendance à voir un peu les difficultés, mais en fait, il y a aussi beaucoup d'opportunités à manager à distance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour le manager, par exemple, en fait, le management à distance va lui demander davantage d'organisation, de rigueur. D'accord? Donc ça, c'est un bon travail aussi pour lui de ritualiser les choses, de faire en sorte que l'information circule bien. Donc, ça va lui demander vraiment de mieux s'organiser pour tout orchestrer. Également, pour le manager, ça va être aussi une opportunité de développer le niveau d'autonomie des collaborateurs. Je parlais tout à l'heure de surcontrôle managérial. Effectivement, on va dire que quand on est en surcontrôle, on va avoir tendance à vouloir un peu voilà, diriger les choses de très près, éventuellement donner des consignes très précises, suivre jour pour jour presque les tâches pour certains. Et finalement, l'autonomie des collaborateurs,
se fait beaucoup plus lentement. Là, l'avantage, c'est que dans le management à distance, vous êtes obligé, finalement, quand on est manager, de donner un peu plus d'autonomie aux collaborateurs pour qu'ils puissent effectuer ces tâches. Et donc, ça vous demande aussi de développer votre niveau de confiance, justement. Donc, le collaborateur, pour lui, c'est finalement une montée en compétence aussi, hein. Donc, ça, c'est plutôt le bon côté du management à distance. Également, bon, si on est en dehors de cette notion de télétravail, hein, et vraiment de management à distance avec des personnes sur des sites géographiques différents, voire à l'international, on peut effectivement aussi s'enrichir, hein, de la diversité des comportements et des cultures de nos collaborateurs qui seraient dans d'autres pays, par exemple, et d'autres façons de faire et de travailler. Également, ça va vous demander en tant que manager de développer votre adaptabilité. D'accord? On est effectivement dans un contexte qui est très changeant, avec beaucoup de défis à relever, souvent des réorganisations à faire pour s'adapter au contexte. Donc, effectivement, dans le management à distance, on vous demande d'être plus adaptable en fonction aussi, bah, forcément, des disponibilités de chacun, de ces nouveaux outils numériques que vous devez vous approprier. Et puis, également, ça va vous demander de développer une communication plus claire. Donc, quand je dis plus clair, ça va être de vérifier effectivement que l'information, la communication que vous faites à vos équipes soit bien homogène, c'est-à-dire que vous puissiez donner le même niveau d'information à tous, de telle manière à ce qu'il n'y ait pas, voilà, de sentiment d'injustice ou le fait d'avoir l'impression de ne pas faire partie de l'équipe. Donc ça va être important de bien travailler la communication. Et le dernier point, en termes d'opportunités, c'est aussi de développer le niveau d'écoute. N'ayant plus ces signaux, on va dire, physiques que vous pouvez voir en face à face, il va falloir prêter attention davantage aux mots. Par exemple, quand vous êtes au téléphone, ça va être de bien écouter les mots qu'on vous dit, que votre collaborateur vous dit, éventuellement de reformuler les propos, ce qui montrera aussi une attention particulière au discours que votre collaborateur vous porte. Et également, si vous êtes par exemple en visio, ça va être aussi, bah, vous pourrez quand même capter un petit peu d'informations au niveau de la gestuelle. Vous pouvez aussi capter des informations au niveau du ton de la voix, la variation de la voix, qui vous donne autant d'informations sur lesquelles vous pouvez aller questionner, justement, si vous avez des doutes ou voilà, besoin d'informations complémentaires. Voilà pour les opportunités du management à distance. Donc, comme vous le voyez, il y en a aussi beaucoup. Et pour le collaborateur, lui, bah, effectivement, du fait de cette autonomie plus importante que le manager va lui donner, ça va lui permettre aussi de développer davantage sa prise d'initiative, éventuellement même sa créativité pour essayer de trouver des solutions à des problématiques qui lui sont voilà, confiées. Également, pour le collaborateur, ça peut être aussi une meilleure maîtrise de son temps de travail et de ses priorités. Pourquoi? Parce qu'il va effectivement, en restant éventuellement chez lui, il n'a plus forcément les transports, hein, à prendre, donc du temps éventuellement de perdu. Il peut effectivement, du fait d'une organisation plus forte, hein, du manager, s'organiser, savoir exactement quand est-ce qu'il va y avoir des temps collectifs d'équipe, des temps de travail individuels. Donc ça, c'est aussi un bel avantage. Également, il va pouvoir développer ses compétences, tout simplement, hein, en prenant ses initiatives, en ayant des tâches confiées où on va lui demander d'être un peu plus autonome, il va pouvoir développer ses compétences. Prendre ses responsabilités, ses prises de décision. À des moments, il n'aura pas forcément accès au manager aussi rapidement que s'il était en face à face. Donc, du coup, ça va l'obliger aussi, lui, à réfléchir, à prendre un temps de réflexion par rapport aux difficultés qu'il peut rencontrer, éventuellement commencer déjà à trouver des propres solutions à proposer à son manager une fois qu'il l'aura en contact. Et également, on peut mettre dans les opportunités quand même le fait d'avoir un meilleur équilibre de vie privée et professionnelle, dans le sens où, du fait de cette maîtrise du temps de travail, si vous voulez, qui est plus forte. Néanmoins, je mets quand même toujours un petit bémol par rapport à ça, parce qu'effectivement,
il y a quand même voilà, des risques hein, en ce moment, comme on l'observe, des difficultés pour certains à borner, si vous voulez, la sphère professionnelle et privée dans le contexte actuel et notamment s'astreindre en fait à des horaires bien précises pour travailler et pour le temps privé. Donc voilà, restez vigilant quand vous êtes manager et également quand vous êtes collaborateur à bien définir ces horaires-là. Voilà pour le petit panorama sur les opportunités et les difficultés du management à distance. Ce qui m'amène à vous évoquer finalement les trois piliers du management à distance. Voilà, les trois choses, on va dire, sur lesquelles il faut vraiment prêter attention et consacrer ses efforts et son énergie, j'ai envie de dire. Alors, le premier, c'est le fait de donner les orientations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de comprendre que chacun puisse comprendre le sens de sa mission. Voilà, qu'est-ce qui lui est confié, dans quel but, qu'est-ce que ça va apporter au sein de l'équipe, en quoi c'est important qu'il réalise ses tâches, etc., etc. Donc, on va plutôt parler de mission parce que c'est un sens plus global que la tâche qui peut parfois être un petit peu plus vécue comme finalement quelque chose sans importance. D'accord? Donc, plutôt mission si vous deviez évoquer ça avec vos collaborateurs. Et aussi le fait d'aller dans la même direction. Ça veut dire quoi? C'est important, quand on est à distance, d'avoir une vision partagée de ce vers quoi on se dirige. Donc là, je vais vous donner quelques astuces juste après sur par exemple, des choses que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise. Deuxième pilier, accompagner. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on est vraiment sur l'accompagnement, la montée en compétences des collaborateurs. Effectivement, il faut veiller hein, à ce que les collaborateurs puissent évoluer. Et puis nous aussi, éventuellement, hein, les managers aussi, hein, il faut qu'ils puissent évoluer dans l'acquisition de nouvelles compétences, ne serait-ce que pour voilà, participer à l'épanouissement hein, dans sa vie professionnelle. Enfin, le dernier pilier, c'est créer du lien. Comme vous l'avez vu, c'est vrai que le fait d'être à distance, le lien est forcément un peu distendu, hein, voilà. Et donc, il va falloir essayer de le créer davantage pour pouvoir maintenir cette proximité et puis des échanges, ce sentiment d'appartenance dont on a parlé tout à l'heure. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le côté opérationnel et finalement les astuces qu'on peut avoir. Alors, sur le premier pilier, sur donner les orientations, moi, ce que je vous propose, c'est effectivement de vraiment mettre en place des rituels managériaux. Ça veut dire quoi? C'est structurer finalement les voilà, différents temps dans l'année hein, avec voilà, des rituels. Alors, par exemple, si on prend le premier, si je pars du bas de la slide sur ce qu'on appellerait les tâches qui sont à un niveau plutôt soit quotidien, soit hebdomadaire, soit mensuel. Et ça, j'ai envie de vous dire, ça va dépendre aussi de votre entreprise, de votre contexte, de la taille de votre équipe aussi, parce que ça joue forcément. Là, l'objectif, ça va être de mettre en place des rituels type, par exemple, des réunions d'équipe hebdomadaires pour faire le point où est-ce qu'on en est, des tâches qui sont confiées à chacun. Par exemple, ça peut être aussi des moments un peu plus informels. Et je conseille vivement d'en mettre en place en ce moment pour justement rompre avec les autres. Donc, ça peut être par exemple des petits déjeuners virtuels. Alors, par exemple, à distance, hein, on se met comme ici aujourd'hui sur Zoom et chacun donc prend un petit déjeuner, un café, un thé, voilà, ensemble, et on a un échange convivial, comme on aurait finalement à la machine à café en entreprise. Vous pouvez également, par exemple, mettre en place ce qu'on appelle des daily meetings. Donc, en quoi ça consiste? Alors, c'est finalement une petite réunion. Alors, je dis petite parce que ça dure généralement 15 minutes. Hein. L'objectif, c'est tous les matins, toute l'équipe se connecte en visio, idéalement, pour avoir un petit contact visuel, c'est quand même plus agréable. Et puis, on échange sur finalement les priorités de la journée. Voilà, donc on fait un rapide tour de table, si je puis me permettre, voilà, pour échanger sur quelles sont les priorités de la journée.
Ça permet si vous voulez, d'avoir un contact dès le début et puis de savoir un petit peu les priorités pour chacun. Donc voilà quelques exemples. Mais on peut y rajouter aussi les entretiens individuels mensuels ou hebdomadaires avec les collaborateurs pour pouvoir répondre à leurs difficultés. On peut également voilà, avoir des entretiens d'équipe, aussi des réunions d'équipe, pardon, euh, alors soit hebdomadaires, soit mensuels, selon chacun. Ensuite, vous allez avoir des rituels managériaux au niveau trimestriel. Donc là, on est plus axé sur finalement les objectifs qui ont été fixés au début de l'année. Donc là, on les regarde au premier trimestre, au deuxième, au troisième. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des difficultés? Voilà, l'objectif ici, ça va être plutôt d'aborder les objectifs et les résultats déjà obtenus. Donc là, comment ça se passe? Ça peut être via des entretiens trimestriels avec vos collaborateurs, par exemple. Ça peut être également des réunions d'équipe trimestrielles où là, le manager va faire vraiment un état des lieux du trimestre passé et éventuellement projeter sur le trimestre suivant. Ensuite, vous aurez aussi des rituels au niveau annuel. Donc là, c'est toujours pareil, on va être plutôt sur l'objectif, mais là, du coup, l'objectif annuel. Donc, ça peut prendre différentes formes. Des entretiens annuels avec des collaborateurs. Ça peut être des réunions de bilan aussi, bilan de l'année et perspectives pour l'année suivante. Et on va aussi, moi, je trouve une pratique assez intéressante, c'est des retours d'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, vous donnez la parole aux collaborateurs pour évoquer éventuellement une réussite de leur année, faire part des bonnes astuces qu'ils ont mis en place. Et donc ça participe aussi à ce sentiment d'appartenance et de cohésion aussi d'équipe. Ça joue énormément là-dessus. Donc ça, c'est assez intéressant aussi à mettre en place. Et puis, enfin, ce que j'appelle le long terme, c'est toujours cette projection sur quelque chose qui va au-delà des objectifs et des résultats obtenus. Et là, on va être plutôt sur la vision. Qu'est-ce qu'on envisage? Quelles sont les valeurs que l'on partage au sein de l'équipe, que l'on souhaite prolonger sur l'année suivante? Donc là, on va travailler beaucoup plus sur des choses plus profondes, on va dire, et idéalement en équipe. Toujours dans ce pilier donner les orientations, une petite pratique assez intéressante, c'est la charte équipe. Je vous en dis quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas. C'est effectivement une charte, donc sous forme on va dire d'un document Word, par exemple, sur 2 pages, pas trop long, quand même, il vaut mieux que ça soit assez court quand même. On va y retrouver des informations assez intéressantes, comme par exemple le projet d'équipe. Voilà, qu'est-ce que c'est que le projet d'équipe pour l'année à venir? À quoi il va servir? Quel est le contexte finalement dans lequel il s'inscrit? On va retrouver les objectifs et les valeurs partagées, mais au niveau de l'équipe. Là, on est vraiment, on ne rentre pas dans l'individuel ici. On va éventuellement lister et hiérarchiser les moyens nécessaires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous faut finalement comme ressources pour atteindre ces objectifs et ce projet qu'on s'est fixé. On va éventuellement aborder, et je trouve que c'est bien, des méta-règles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des méta-règles de vie c'est-à-dire qu'est-ce que nous devons mettre en place chacun au sein de l'équipe pour que ça fonctionne bien. Donc, ça peut être des règles de communication, des règles de politesse. Certains mettront ça, par exemple. Bon, voilà, ça va dépendre aussi des lacunes, entre guillemets, que vous pouvez observer dans une équipe ce qui vous semble être le plus approprié, en tout cas, à mettre en avant pour le respect de chacun. On va éventuellement évoquer un peu les contributeurs au sein de cette équipe qui fait quoi, finalement. Également, si dans ce projet d'équipe, il va y avoir des moments très importants, voilà, à ne pas rater, rappeler ces grands jalons, finalement. Et puis, si bon, effectivement, vous avez des livrables liés à ça, vous pouvez les mentionner éventuellement aussi si ça vous semble opportun. Et quand je parle de la validation de la charte, certains, donc pour vous donner un petit peu ce que je peux observer dans les entreprises que j'accompagne, certains les font même signer par chacun des collaborateurs pour favoriser leur engagement, sachant que de cette charte équipe, elle est généralement co-construite dans le cadre d'une réunion participative, voilà, ou vraiment brainstorming presque, et donc chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice.
le fait d'intégrer tout le monde, forcément, les gens se sentent beaucoup plus concernés et investis dans le fait de la respecter. Voilà. Donc ça, c'est une bonne pratique que j'ai déjà observée plusieurs fois et qui marche bien. Donc, n'hésitez pas à mettre en pratique, surtout qu'en plus, là, on vient de commencer l'année. Donc, j'ai envie de dire, c'est bon moment pour mettre à plat tout ça. Dans le deuxième pilier qui était accompagner la montée en compétences, ici, il faut savoir qu'effectivement, le manager a un rôle très important à jouer. Puisque effectivement, un manager, par exemple, on parle de plus en plus de manager coach, c'est-à-dire celui qui va savoir poser les bonnes questions aux collaborateurs, de telle manière à ce que ce soit les collaborateurs qui trouvent leurs propres solutions aux problématiques qu'ils exposent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, En fait, plutôt que d'être le manager qui va finalement apporter un petit peu la solution tout de suite hein, au collaborateur quand il lui évoque un problème, le manager va se mettre dans une position de coach en questionnant son collaborateur. Euh, voilà, par rapport à la problématique qu'il pose, qu'as-tu envisagé de faire? Que penses-tu qu'il serait opportun de mettre en place? As-tu des idées? Éventuellement, donc là, c'est la coach qui parle, mais c'est les questionnements, faites des questions surtout. Que, questions fermées où on répond par oui, par non, c'est un petit peu limité et du coup, ça n'oblige pas les personnes à se positionner. Donc, ouvrez les questions au maximum et n'hésitez pas à reposer une question en la reformulant différemment, de telle manière à ce que ça laisse un temps de réflexion au collaborateur pour qu'il puisse lui-même trouver la solution qui fonctionnera le mieux. Voilà, ça c'est une bonne technique qui marche très bien. Également, pour faire monter en compétence les équipes, ça va être de déléguer. Hein. Alors, pour ceux qui auraient ce problème de confiance, qui ont besoin de contrôle, ce que je vais leur proposer, c'est de confier au début des petites tâches, d'accord? Des tâches qui n'ont pas un enjeu primordial sur les résultats, déjà pour voilà, tester un petit peu cette mise en place de la délégation. Donc, petit à petit, vous allez effectivement pouvoir donner des tâches de plus en plus importantes. Et puis, ce qui va être important pour déléguer, ça va être aussi de mettre en place un suivi adapté. Quand vous avez des collaborateurs dits juniors, c'est-à-dire qui sont débutants, hein, on va dire, dans leur poste ou sur la compétence que vous leur demandez de développer, là, le suivi doit être quand même très rapproché. D'accord? Il faut que régulièrement, vous ayez des échanges pour être sûr que la personne ne soit pas bloquée. D'accord? Par contre, quand vous êtes avec quelqu'un de plus expérimenté, là, vous pouvez espacer vraiment le suivi, même en lui proposant que c'est lui qui revient vers vous s'il a des difficultés. Voilà. L'avantage, c'est que le collaborateur cherche les solutions par lui-même, réfléchit par lui-même et vient vers vous en tant que manager que quand il a vraiment besoin. Et en tant que manager, vous, ça vous fait aussi gagner du temps et vous permettre de vous reprioriser sur vos tâches à forte valeur ajoutée. Donc, c'est gagnant-gagnant, vraiment. Également, pour faire monter en compétences et développer l'autonomie, faire des feedbacks réguliers, c'est très important. Je ne rentre pas trop dans le détail parce que je vais y revenir juste après. Également, repérer les marges d'apprentissage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les des collaborateurs, l'objectif, c'est d'évoquer hein, finalement s'ils ont des difficultés, si ils ont des besoins éventuels de formation, voilà, d'accompagnement, pour qu'ils puissent vraiment voilà, ne pas rester et stagner finalement à un même niveau. Pour le collaborateur, ça va être important aussi que lui manifeste ces besoins-là, d'accord? Tout ne repose pas sur le manager uniquement. Le collaborateur a aussi ce rôle-là de manifester, de faire part de ses difficultés et de manifester ses besoins d'accompagnement. Également, le manager va avoir un rôle important sur le fait de donner du sens. Aujourd'hui, quand on travaille sur les leviers motivationnels, on se rend compte que le sens est une des choses les plus importantes pour les collaborateurs aujourd'hui. Ils ont besoin de comprendre ce pourquoi ils font les choses. Donc, ça va être important de donner toujours, au-delà d'expliquer en quoi cette tâche est importante,
éventuellement la recontextualiser dans quelque chose de beaucoup plus large, hein, au niveau de la mission, par exemple, ou du projet d'équipe, pour donner de l'importance et motiver les collaborateurs à le faire et voilà, à se donner à 100%, j'ai envie de dire. Également, ce que vous pouvez faire, je ne sais pas si vous le faites, c'est ce qu'on appelle des entretiens de motivation. Alors, pour échanger régulièrement avec des entreprises, ce n'est pas forcément une pratique qui est encore très répandue, mais c'est vraiment un entretien qui est plutôt d'ordre informel et qui a pour but, en fait, d'aller chercher les motivations intrinsèques du collaborateur. Ça veut dire quoi? C'est qu'est-ce qui le motive, lui, à se lever le matin? Qu'est-ce qu'il apprécie dans les tâches qu'il a effectuées jusqu'à présent, les missions qu'on lui a confiées? Voilà, est-ce qu'il aime travailler en autonomie? Est-ce qu'il aime travailler en équipe? En fait, ça va être de poser un maximum de questions un peu ouvertes comme ça pour récolter de l'information et vous permettre au manager, en fait, derrière de proposer, hein, si possible, bien sûr, des missions qui vont dans ce sens-là. Et là, comme ça, vous êtes au plus proche hein, des motivations des collaborateurs. Enfin, le manager va avoir un rôle de travail personnel, j'ai envie de dire, sur sa confiance. D'accord? Alors, sa confiance en lui-même, c'est important parce que s'il a confiance en lui, il fera aussi beaucoup plus facilement confiance dans les autres. Et également, il va rayonner en fait hein, aussi une énergie positive de confiance qui va être forcément aussi un peu en systémie. Hein, donc, quand on parle d'environnement systémique, c'est-à-dire qu'on ne vit pas tout seul isolé et on vit dans un groupe. Forcément, ce qu'on développe chez nous permet aussi, par ricochet, d'avoir des répercussions positives sur nos collaborateurs, notre environnement professionnel. Donc, voilà, je peux que inviter chacun, hein, que ce soit collaborateur, manager, à développer et travailler sur soi, sur cette confiance en soi, dans ses capacités. Voilà. Alors, je ne vois toujours pas de questions. Hein, n'hésitez pas si vous en avez, je prendrai le temps voilà, d'y répondre. Hein. Alors, je vous parlais tout à l'heure du feedback et je vais même aller plus loin. Je vais parler aussi du feed-forward. C'est vrai qu'on parle souvent du feedback. Ce qui est intéressant dans le feedback, c'est que c'est finalement un retour hein, qu'on fait à un collaborateur par rapport à ce qu'il a effectué. D'accord? Donc, on lui a confié, je ne sais pas, une présentation à faire devant un client. Cette présentation, bon, soit c'est bien faite, soit il y a eu quelques difficultés. L'objectif du feedback, c'est de revenir sur cette prestation-là, expliquer finalement le pourquoi, alors soit de l'échec, soit de la réussite, d'accord? Et c'est important de le faire dans les deux cas, parce qu'il ne faut pas borner des feedbacks juste à ce qui ne va pas. Plus vous allez faire des feedbacks sur les parties positives et négatives, plus vous allez crédibiliser aussi vos propos quand vous êtes manager. Donc ça, c'est important. Donc, quand je dis expliquer le pourquoi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sur une phrase du type c'était bien ou c'était pas bien. Vous voyez, parce que finalement, c'est assez subjectif. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui a été bien et qu'est-ce qui n'a pas été bien. Et d'ailleurs, on peut avoir les deux hein, dans le feedback. On peut expliquer qu'il y a une partie qui était très bien parce que la personne a été très claire dans cette présentation. Elle a su garder son calme dans des questions, face à des questions un petit peu voilà, difficiles. Ça va être le retour voilà, positif. Et puis, on peut éventuellement aller sur quelque chose qui s'est moins bien passé en exprimant qu'effectivement, par exemple, la personne a pas forcément géré le temps comme il était prévu et que c'était important de bien respecter les horaires, par exemple. Voilà. Donc, l'objectif, c'est d'être le plus, on va dire, le plus précis, voilà, et factuel surtout. Éviter les jugements, hein, vraiment rester sur les faits. Ça aura beaucoup plus de poids dans le cadre de ce feedback. Alors, y a-t-il un ordre dans le feedback négatif en premier et terminé par le positif, par exemple? C'est vrai que le fait de faire négatif en premier et finir par le positif, je trouve que c'est mieux parce qu'en fait, ça permet de vraiment finir sur la partie plutôt agréable, hein, j'ai envie de dire. Et surtout, l'objectif du feedback, ce n'est pas de démotiver, bien évidemment, le collaborateur, mais bien justement de le motiver à faire mieux la prochaine fois. Donc, finir par le positif, ça me paraît plus adéquat, effectivement. Sachant que même si, par exemple, la prestation était vraiment
je vais prendre un mot un peu fort, mais catastrophique, où vraiment il n'y avait rien qui allait, bon, là, effectivement, on va de toute manière faire part de tous les points qui n'allaient pas, et précisément, mais il pourra toujours finir l'entretien par une phrase positive, c'est-à-dire renouveler votre confiance, hein, vis-à-vis du collaborateur et sur la confiance que vous avez en lui, dans ses capacités à faire mieux la prochaine fois. Dans tous les cas, même si le feedback est uniquement négatif, il va falloir finir sur une note positive, sinon vous allez vraiment décourager le collaborateur. Voilà. Ce qui va être important, c'est aussi d'aller aussi sur éventuellement dans ce que je parle, le feed forward. Ça veut dire quoi? C'est donc là, on a fait le feedback sur ce qui a été fait, et maintenant on se projette sur l'avenir. Et donc c'est comprendre le comment, voilà, des réussites à venir. Donc si c'était à refaire, que ferais-tu? Si c'était que penses-tu faire la prochaine fois? Euh, Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place dès maintenant pour que la prochaine fois ce type d'intervention se passe mieux? Donc là, on va ouvrir des questions sur une projection dans le futur pour que le collaborateur puisse justement se projeter de manière positive dans la suite. D'accord? Ça crée une émulation, hein, ça stimule le collaborateur voilà, à aller chercher des solutions et d'autres façons de faire. Donc, vous l'aurez bien compris, ici, l'objectif, c'est de faire progresser le collaborateur. Alors, le troisième pilier, c'était créer du lien. C'est vraiment un pilier très important, pour le coup, en management à distance. Donc moi, ce que je vous propose comme petit atelier, éventuellement, que vous pourriez mettre en place dans l'équipe, hein, avec l'équipe, c'est de définir les valeurs de l'équipe. D'accord? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vrai qu'une équipe, bah, finalement, c'est un ensemble de personnes, hein, qui travaillent ensemble, et puis souvent, ils ont justement un objectif commun, hein, la réussite des résultats, l'atteinte des résultats de l'équipe. Donc, c'est important de les fédérer autour de valeurs qui leur parlent. Donc, moi, ce que je propose généralement en entreprise, c'est des ateliers où il va y avoir une réflexion sur finalement qu'est-ce que l'équipe veut incarner vis-à-vis de l'extérieur, éventuellement vis-à-vis soit de clients, de fournisseurs, etc., de partenaires. Une fois qu'ils ont réfléchi à ça, c'est justement se dire bah, sur quelles valeurs pour eux, c'est nécessaire d'agir, hein, pour faire face aux enjeux aussi actuels. Donc là, on va rappeler un peu le contexte de l'entreprise et on va essayer de se projeter sur des valeurs. Alors moi, je dis toujours les valeurs, limitez-vous à, allez, entre 3 et 5, idéalement c'est 4-5 valeurs, parce qu'après, s'il y en a trop, finalement, en fait, après on se perd, on se noie un petit peu dans l'information. Donc voilà, borner ça à déjà 4-5 valeurs, c'est déjà pas mal. Et les valeurs, souvent, sont transcrites par des mots. Vous voyez, par exemple, confiance, esprit d'équipe, voilà. Et ce qui est dommage, c'est d'en rester là. En fait, l'objectif, c'est d'aller derrière les mots et donc d'aller chercher la définition. Parce que si on faisait un test aujourd'hui et qu'il vous demandait à chacun qu'est-ce que vous mettez derrière le mot motivation, eh ben, je suis sûre que j'aurais que des définitions différentes parce que chacun a sa propre définition de chaque mot. Donc, l'objectif, c'est une fois que vous avez vos 4-5 valeurs, c'est d'aller chercher une définition commune pour chacun. Et vous verrez que là, il y a un vrai travail de mise en commun des informations, des idées de chacun. Et c'est là justement, en plus, qu'on apprend beaucoup les uns sur les uns des autres, en fait. Donc, c'est un atelier qui permet aussi vraiment de favoriser la cohésion et aussi ce sentiment d'appartenance. Donc, ça a vraiment beaucoup d'intérêt. Et une fois que vous avez défini donc chacune de ces valeurs, c'est d'aller sur les comportements, hein, opérationnels, observables sur le terrain, pour manifester chacune de ces valeurs. Donc là, on va rentrer très concrètement, finalement, quand on choisit la valeur collaboration, donc derrière le mot collaboration, on se dit que bah, l'objectif, c'est de travailler en équipe, de se tenir au courant, que lorsqu'on a une difficulté, on va éventuellement soit demander à un collaborateur, collègue ou manager de nous aider. Et ben voilà, on va définir très concrètement, dès que j'ai une difficulté, je joins mon manager pour pouvoir en parler. Ça peut être, voilà, ça peut être ça, mais ça peut être bien sûr, tout dépend des valeurs que vous allez choisir. Mais rentrez bien précisément dans quel type de comportement cela implique.
Voilà. Et après, en fait, chaque année, moi, je vous propose de refaire cet atelier parce que forcément, le contexte évolue. Bon, puis même nous, chaque personne en tant qu'individu, on évolue aussi. Donc, c'est toujours intéressant de remettre à plat et de voir si on les garde comme ça ou si on les prolonge. Voilà. Donc, ça, c'est voilà, un très bel atelier qui a vraiment beaucoup de bienfaits. Toujours dans cette notion de créer du lien, il va être important d'optimiser donc le relationnel pour pouvoir créer ce lien. Donc, créer des occasions formelles et informelles, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Le fait aussi de maintenir un lien entre le manager et le collaborateur, mais également avec l'ensemble de l'équipe. C'est pour ça que quand je vous parlais de rituels, je vous parlais à la fois de rituels individuels et de rituels collectifs. Il faut qu'il y ait les deux et que ce soit en alternance de telle manière à ce qu'il y ait des moments individuels où les gens peuvent vraiment plus facilement se confier, surtout s'ils ont des difficultés, et puis des moments d'équipe pour cette cohésion et cette motivation, cette entraide, etc. Alors, quand je vais prévoir idéalement une rencontre physique par mois ou à défaut une par trimestre, bien sûr, dans le contexte actuel de télétravail, bon, ça n'est pas adapté, on est d'accord. Maintenant, quand on parle de management à distance, comme je vous disais, on va au-delà du télétravail. Et donc, si on avait des équipes, en tout cas à distance, sur des sites différents, c'est ce que je préconiserais. Pourquoi? Parce que, bon, malgré tout, le contact physique a beaucoup d'avantages et le fait de pouvoir quand même aller voir de temps en temps ses collaborateurs, c'est quand même aussi une marque d'attention. Ça nous permet aussi de voir comment le collaborateur travaille dans son environnement à lui, éventuellement peut-être de capter quelques difficultés qu'il a parce que son environnement de travail n'est pas du tout celui que vous avez vous. Donc ça, c'est très intéressant. Vous aussi, en tant que manager, vous apprenez beaucoup. Et pour le collaborateur, c'est motivant, c'est valorisant. Ensuite, vous allez innover. Alors, quand je dis innover, cadencer les rencontres en variant les outils, c'est que c'est vrai qu'à distance, si on fait que du téléphone, au bout d'un moment, c'est un petit peu, voilà, ça commence à devenir un petit peu monotone. Donc, essayez de varier. Conférences téléphoniques, visio. À des moments, de plus en plus d'entreprises mettent en place des chats pour échanger en instantané. Voilà, évidemment, si on peut avoir des contacts en face à face, c'est bien aussi. Des séminaires annuels aussi pour de la cohésion d'équipe. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de varier un petit peu ces outils-là. Quand je dis prenez régulièrement la température, c'est vrai qu'à distance, comme je vous le disais, vous ne voyez pas les signaux faibles. Donc, ce qui va être important, c'est régulièrement, en tout cas, d'appeler vos collaborateurs si vous êtes manager ou quand vous êtes collaborateur, d'appeler aussi d'autres collègues pour savoir comment ils vont et ne pas rester juste sur la phrase comment ça va, oui ça va, et puis moi aussi, et puis du coup on arrête là. Voilà, chercher à aller un petit peu plus loin, poser des questions. C'est vraiment comme ça que les gens finissent par se confier aussi, éventuellement des difficultés qu'ils peuvent avoir. Quand je dis porter la culture de l'entreprise à distance, c'est vrai que là, ça va être important voilà, de faire ces réunions d'équipe, de rappeler éventuellement le contexte que vit l'entreprise, qui est prévu, voilà, mettez-vous aussi, si vous êtes manager, imposez-vous aussi le respect des valeurs que vous avez définies avec l'équipe. Ça, c'est important. On dit souvent que le manager doit être exemplaire, mais c'est vrai. Il doit aussi montrer ça. Ça, c'est très important aussi. Et puis, j'ai envie de dire encore, je le redis, mais donner du sens. Voilà. Expliquer le pourquoi des choses. Et ça, vous verrez que ça va vraiment améliorer aussi le relationnel. Les gens ont besoin de comprendre pourquoi ils se lèvent le matin et pourquoi c'est important ce que vous leur demandez de faire quand vous êtes manager. Et enfin, pour créer du lien, il y a cette importance de développer l'écoute active. Alors, quelques techniques pour progresser dans l'écoute active. Quand je dis adopter une attitude physique de disponibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, au téléphone, même si on ne vous voit pas, on dit souvent que le sourire s'entend au téléphone, vous voyez? Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que,
même si la personne ne vous voit pas, tout ce que vous allez, vous générer dans votre corps finalement, va être quand même perçu de l'autre côté. Donc, n'oubliez pas ça. Également quand vous êtes en visio, l'avantage c'est que quand même il y a du visuel. Donc, le fait, par exemple quand vous souriez, vous haussez la tête, on voit, voilà, on arrive à avoir des réactions de: «Est-ce que la personne elle suit? Est-ce qu'elle a éventuellement elle se pose des questions par rapport à ce que je viens de dire?» Tous ces signaux renforcent la relation de confiance aussi avec les collaborateurs et participent à cette écoute active. Donc ça, c'est important. Se synchroniser, au téléphone, ça sera sur les mots, c'est-à-dire reprendre les mots hein, qu'utilise votre interlocuteur. En visio, éventuellement, on peut être sur de la gestuelle aussi un petit peu. Donc, synchroniser, ça veut dire être sur la même longueur d'onde, entre guillemets, si j'ai envie de dire, en termes de communication. D'accord? La personne acquiesce, vous pouvez acquiescer. Voilà, la personne sourit, vous souriez. Vous voyez, ça, c'est de la synchronisation. Également, pour l'écoute active, ça va être de laisser l'interlocuteur s'exprimer sans l'interrompre. Voilà, le fait aussi qu'il et donc bien sûr, vous écoutez bien ce qu'il vous dit pour pouvoir éventuellement reformuler ses propos avec, différemment pour voir si vous avez bien compris. Voilà et ça participe aussi, à valoriser votre interlocuteur sur le fait que vous l'écoutez bien. Pratiquer des silences, c'est toujours intéressant, même si parfois on peut être mal à l'aise. En fait, dans les silences, il y a des gens où ils réfléchissent à ce moment-là. Donc, c'est important pour eux d'avoir ces temps. Donc, même si vous n'êtes pas à l'aise, bah, essayez de vous exercer petit à petit à en laisser un petit peu plus souvent. Voilà, et vous verrez que parfois, bah, finalement, votre interlocuteur vous en dit plus. Voilà, parce qu'il y a ce silence. Et donc, il voit qu'il a un petit peu plus de temps éventuellement pour vous évoquer les choses. Voilà, ça, c'est des différentes façons pour développer votre écoute active. Je vous ai fait un petit zoom sur le télétravail, juste, je vais passer rapidement sur les bonnes pratiques parce que je pense que quand même, globalement, vous avez tous une bonne idée. Que ce soit pour le collaborateur ou le manager, ce qui va être important, c'est de mettre en place un espace de travail dédié au sein de votre environnement personnel, un bureau, voilà. Éventuellement, si vous êtes avec un conjoint qui télétravaille aussi, bah, chacun une pièce, entre guillemets, chacun un bureau. Voilà, s'organiser au niveau des horaires, hein, voilà, de telle heure à telle heure, bah, je travaille hein, et après, bah, je serai disponible. Ça va être important. Et vraiment, fixez-vous ces horaires et obligez-vous à les respecter parce que ce qui va se passer sinon, c'est que vous allez complètement déborder et après, vous n'aurez plus du tout cette différenciation, entre guillemets, entre zone privée et zone professionnelle. Et c'est ça qui amène aujourd'hui beaucoup de gens dans un certain mal-être et qui sont sujets à des risques psychosociaux. Donc voilà. Et ne restez pas isolés, ça, c'est pour tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à prendre le téléphone, appeler des collègues à des moments, échanger, organiser des réunions d'équipe, et des visios. Voilà, des petits déjeuners. Essayez un maximum de mettre en place des choses en collectif pour rompre avec l'isolement. Et pour le manager, et ben lui, j'ai envie de lui dire qu'il faut effectivement qu'il fasse bien attention à favoriser l'information, qu'il donne bien une information homogène à tout le monde, qu'il planifie bien les échanges hein, pour que chacun puisse s'organiser de son côté, pardon, qu'il planifie les suivis. Hein, c'est important, le suivi des tâches. Justement, on est à distance, donc on ne voit pas forcément ce qui se fait. Donc, bien mettre en place des suivis réguliers et manager par objectif en confiance, voilà, ça fait un peu écho à ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est important d'avoir des objectifs. Laissez un peu de liberté à vos collaborateurs pour qu'ils puissent, aller, chercher, leurs propres solutions et prendre leurs responsabilités et bien sûr, faites-leur des feedbacks pour que, ça vienne apporter une montée en compétences pour chacun. Voilà. Ça, c'était pour, le petit zoom sur le télétravail. Je finis sur les outils de communication. Comme je vous ai dit, c'est très important, les outils de communication, hein, pour rester en lien justement, à distance. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans les entreprises, il y a de plus en plus de canaux de communication qui se sont mis en place et certains, en fait, maintenant avec un petit peu de retour d'expérience, se disent: «Ah mince, si on avait su, on n'en aurait pas mis en place autant». Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, au début, bon, bah, on avait toujours le téléphone, hein, le téléphone, ça peut être des appels, mais ça peut être des SMS, d'accord? Certes, on avait les conférences, téléphoniques, la visio qui est venue, se greffer.
Et on a, bon, bien sûr, le face-à-face quand on peut. Et en fait, ce qui se passe, c'est que certains ont mis en place des chats d'entreprise. Et puis, on a aussi derrière eu d'autres choses qui sont du type microblogging aussi. Donc, vous savez, c'est type Twitter, par exemple, donc avec des infos très courtes et qui sont plus des partages de news très rapides. Mais on a eu aussi voilà, des réseaux sociaux d'entreprise où là, carrément, on a des animations de groupe, on communique sur les événements de l'entreprise, on a une messagerie instantanée qui est intégrée dedans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que certaines entreprises ont mis plusieurs canaux différents en place, certains se cannibalisant, si je peux me permettre l'expression, les uns les autres. Du coup, les collaborateurs dans l'entreprise ont du mal à savoir quel est finalement le mode de communication le plus adapté pour tel ou tel type d'information. Donc, c'est ça qui est important à comprendre, c'est que si vous voulez, moi j'ai envie de vous dire, il va être important de peut-être dans vos chartes d'équipe de mentionner en fait à quoi servent chacun de ces modes de communication. Donc si je prends un petit peu globalement hein, les choses, je reviens juste en avant, mais la visio, on va être plus, voilà, ça nous permet de faire des partages de documents, des réunions d'équipe, on peut prendre des décisions, on se voit, donc c'est vrai que c'est plus agréable pour faire aussi des bilans, d'accord. Le face-à-face, le téléphone, ça va être plus pour des choses vraiment informations urgentes, d'accord. Il faut qu'on se voit tout de suite, il y a quelque chose de très important à échanger. Bon, ça, ça va être peut-être le canal à privilégier. Si vous êtes sur la conf call, conférence téléphonique, on est plus sur effectivement, par exemple, si on veut débattre d'un sujet, mais en petits groupes, d'accord. Le fait qu'on soit au téléphone, ça va si on est 3-4 personnes. Si vous voulez, si après vous êtes plus, passez sur la visio, vous aurez au moins le côté visuel pour capter les signaux visuels de vos collaborateurs. Ça, c'est important. Le chat, réservez-le plutôt sur des informations urgentes, mais qui sont peu importantes. D'accord. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de très important qui soit véhiculé dans le chat, parce que ce qui se passe, c'est que dans les fils d'échange, en fait, il y a tellement de messages que c'est difficile en fait de remonter tous les messages qui ont été échangés et donc de percevoir qu'il y a une information importante à cet endroit-là. Donc, évitez hein, le chat pour les informations importantes et gardez-le plutôt pour le côté un peu informel, comment ça va, voilà, comment ça se passe ta journée aujourd'hui, des choses un petit peu plus, voilà, ou éventuellement une information urgente qui est peu importante. Ça peut être adapté. Le SMS, information urgente et peu importante aussi. Ça, vous pouvez et puis garder le contact. C'est un peu comme le chat, c'est pour le coup, je privilégierais même le SMS au chat, honnêtement, pour les informations urgentes. Sur l'espace partagé, là, l'objectif d'un espace partagé, c'est vraiment de travailler en collectif. Donc là, c'est éventuellement de créer des groupes de travail sur un sujet en particulier où chacun va pouvoir éventuellement dire où il en est et on va dire les interférences, entre guillemets, qu'ils ont les uns les autres dans l'avancement de leurs tâches. D'accord. Donc, avec une visibilité de l'agenda, du planning, etc. Voilà. Messagerie électronique, là, on est plutôt, c'est vraiment tout ce qui va vous demander de la traçabilité de l'information. Réservez les mails pour ce qui doit être tracé, d'accord. Les informations où il faut que vous ayez, voilà, une preuve entre guillemets. Parce que sinon, on est vite noyé sur une centaine de mails et du coup, on y passe une bonne partie de notre journée, alors qu'on pourrait effectivement faire différemment et être plus productif. Et puis après, le réseau social d'entreprise, ça dépend un peu de chaque entreprise. J'ai envie de dire, bon, ça a un certain budget. Donc, du coup, l'avantage de ça, c'est que ça réunit tout dans un même outil. Mais bon, voilà, après, chacun voit en fonction de ce qu'il peut faire à son niveau. Vous voyez ici un ensemble d'outils. Alors, bien sûr, je n'en fais aucune promotion puisque je n'ai aucun partenariat avec chacun d'eux, mais c'est ceux que je connais moi. Mais effectivement, vous avez des outils tels que Slack, que je vois beaucoup en entreprise, qui voilà, permettent d'avoir cette messagerie instantanée, de pouvoir créer des sous-groupes. C'est assez intéressant. J'avais découvert Padlet aussi, que j'avais trouvé assez intéressant, qui était un espace collaboratif avec un mur de post-it où vous pouvez effectivement, par exemple, mettre des idées chacun, et puis chacun peut aller voter hein, dessus.
Donc ça, c'est pas mal pour on va dire les animations d'équipe, type brainstorming, atelier créativité, et cetera. Voilà. Et puis après, vous avez, bien sûr tous les outils de partage de documents tels que Google Drive, voilà, ou bien, par exemple aussi Google Forms qui est, pour les gens qui ont besoin de créer des questionnaires, par exemple, vous voyez? Donc ça, c'est pas mal aussi. Voilà, après Google, c'est, plutôt, je ne sais pas si vous connaissez le mind mapping, mais voilà, c'est une façon, de, prendre par exemple un projet ou une mission et d'en faire un mind mapping, de visuel pour, faire en sorte de se rappeler vraiment les objectifs prioritaires, les grandes, c'est une façon en fait de mémoriser aussi les choses beaucoup plus facilement. Donc, c'est une bonne façon aussi de communiquer. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les outils, c'était pour vous donner une vision un petit peu globale, et de ce que je connais en tout cas moi comme outil, intéressant. Voilà et ben, du coup, j'en ai terminé avec ma présentation. Il nous reste quelques minutes, oui, quelques minutes pour, répondre éventuellement à une question ou 2 que vous auriez, peut-être gardées de votre côté. N'hésitez pas, hein. N'hésitez pas soit à lever la main, soit à mettre une question dans le chat. Est-ce que déjà, alors moi je vais poser une question ouverte à tous nos participants. Est-ce que vous êtes un petit peu reconnus? Est-ce que dans ce que décrivait Emeline, est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a apporté des outils que vous alliez pouvoir mettre en place? Alors moi personnellement, je sais que je me suis déjà noté de prévoir un petit atelier sur les valeurs et la charte d'équipe. C'est quelque chose que j'aime bien. Enfin, il y en a deux. Il y a l'exercice de la charte d'équipe et celui des valeurs. Et je pense qu'il peut s'intégrer d'ailleurs dans la charte d'équipe. Est-ce que, allez-y, n'hésitez pas à interagir ou à nous faire vos retours et commentaires. Alors, voilà. Je ne sais pas si certains ont envie de commenter ou si c'était tout clair pour tout le monde. En tout cas, moi, c'est vrai que pour être la première concernée aussi, et c'est tout l'intérêt de ce qu'on met en place avec Ma Bonne Fée, c'est aussi de se l'appliquer à nous. Donc, encore une fois, ces petits exercices, je les trouve très pertinents. Sur les outils, nous-mêmes, tu vois, justement, on a Slack, on a WhatsApp, on a les groupes WhatsApp, on a les mails, etc. Et je trouve ça bien. Et même, moi, je pense l'intégrer dans notre charte équipe, c'est-à-dire ce que tu disais, de se dire qu'est-ce qu'on utilise, pourquoi, et de pouvoir suivre ça. Alors, bien sûr, donc là, nous allons vous envoyer les slides et vous avez ces petits exercices. Ça vous permettra de pouvoir les mener vous-même au sein de vos équipes. N'hésitez pas aussi à les transmettre à des collègues qui n'auraient pas pu y assister ou invitez-les évidemment à regarder le replay puisque de toute façon, vous aurez accès au replay et à cette présentation sur votre espace Ma Bonne Fée par lequel vous êtes inscrit. Donc, n'hésitez pas à le retrouver là-dessus. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, en tout cas, je te remercie beaucoup, Emeline, pour ce moment et ces informations partagées qui sont utiles pour tout le monde. Et puis, on se retrouve bientôt. Alors, rappelle-moi, c'est pas bien, mais je n'ai plus la date en tête. Alors, la prochaine intervention. oui, normalement, c'est vers le 26, je pense, dans 2 semaines, hein, normalement, où je vais intervenir plutôt sur, effectivement l'équipe de vie. C'est le 27 exactement. Oui, le 27. Vie, hein, privé, 27. professionnel, qui va un peu Voilà. dans cette continuité de quelques messages que j'ai passés aujourd'hui. Donc, Voilà. voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à venir, à participer. Tout à fait. Et pour nos autres webinaires, donc nous en avons un prévu mercredi prochain et tu les as un petit peu abordés. Donc, ce sera avec une psychologue du travail sur la partie risques psychosociaux. Toujours pareil avec un focus manager collaborateur et puis dans le contexte actuel. Merci à tous, très bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.